Bonjour à tous, aujourd'hui l'objectif il est assez simple, ça serait de vous présenter Projectolaire. Donc pour ça j'ai ouvert un compte sur Projectolaire. C'est une plateforme qui propose plus de 712 problèmes, donc ils sont répertoriés ici. Et ce qui est assez intéressant c'est que chacun de ces problèmes fait appel à pas mal d'optimisations mathématiques. On peut les résoudre dans n'importe quel langage qu'on veut. Et comme ça, donc l'objectif c'est de progresser et d'arriver à résoudre les 712 problèmes. Donc régulièrement il y en a des nouveaux qui sont ajoutés. Et puis voilà, on peut voir que les premiers problèmes, par exemple, ils ont une difficulté de 5%, et qu'ensuite les plus difficiles, ça peut aller jusqu'à 90%, il me semble. Voilà, donc après l'évaluation, elle n'est pas forcément représentative de la réalité. Ce qu'on peut voir, par exemple, c'est les archives. Au niveau des archives, voilà, donc il y a 15 pages de problèmes qui sont présentés ici. On peut les classer par difficulté, mais aussi ce qui est plus intéressant, je trouve, c'est de pouvoir les classer par... ça, c'est le nombre de personnes qui ont résolu ces problèmes-là. Donc on peut classer les problèmes par nombre de personnes qui les ont résolus. Et ensuite, on peut voir que plus on avance dans les problèmes, et moins il y a de personnes qui ont résolu. La présentation des problèmes, c'est toujours la même, donc il y a un énoncé. Et puis ensuite, on met la réponse ici, on clique sur vérifier. Et si c'est juste, c'est validé, et sinon, bah, il faut réessayer. Ce qui est assez intéressant aussi au niveau de la page de présentation, c'est que il nous explique que chacun des problèmes peut être résolu en moins d'une minute. Donc c'est ce qui est dit ici. Et donc parfois ça nous pousse à chercher à faire de l'optimisation mathématique ou à faire de l'optimisation informatique. Et donc à utiliser vraiment les fonctionnalités du langage qu'on utilise dans ces derniers retranchements, dans ces dernières limites. Et c'est ce genre de gymnastique intellectuelle qui est assez intéressant à faire. Donc là, l'objectif, il est assez simple, il est assez basique pour commencer. Ça serait de commencer voilà, à s'initier un petit peu à Python. Et pour ça, rien de tel que... voilà, donc pour apprendre un langage informatique, il y a plusieurs moyens. On peut, il y a des MOOC en tout cas qui existent sur Internet, ou en tout cas sur Internet, on a tout ce qu'il faut pour apprendre Python. Mais le plus intéressant, c'est vraiment de s'entraîner par soi-même et de mettre les mains un peu dans le moteur. Et c'est la meilleure manière en fait d'apprendre un langage de programmation, c'est de le faire en direct, de travailler, de s'exercer en faisant des exercices directement. Et donc Projectolaire, c'est un excellent moyen de le faire. Et donc c'est pour ça que je commence par là. Donc pourquoi pas faire les 10 premiers problèmes ensemble. Donc c'est parti, on va les faire dans l'ordre. Donc le premier problème, il faut trouver la somme des multiples de 3. Il faut calculer en fait la somme de tous les nombres jusqu'à 1000 qui sont multiples de 3 ou multiples de 5. Donc par exemple 3, 9, ce sont des multiples de 3, 5, 10, 15, 20, ce sont des multiples de 5. Et donc l'objectif c'est de calculer leur somme jusqu'à 1000. Donc là par exemple, si on regarde les multiples de 3 ou de 5 inférieurs à 10, on a 3, 5, 6 et 9. Leur somme fait 23. L'objectif c'est de calculer du coup la somme, mais cette fois-ci pour des nombres inférieurs à 1000. Pour coder, j'utilise Jupyter Notebook qui permet en fait de directement coder sur son navigateur web qu'on lance à travers une commande, une ligne de commande. Et c'est quelque chose qui est aussi très utilisé en data science. Pour le premier problème, du coup, c'est assez simple. Il y a plusieurs manières de faire. Donc déjà l'objectif ça serait de faire une boucle. Donc par exemple, on n'a qu'à reprendre l'exemple et essayer de voir si on retombe sur 23. Donc pour ça, il faut faire une boucle jusqu'à 10. Et ensuite, chacun des éléments qui sont dans la boucle, il va falloir les tester. Donc pour ça, on fait une condition if. Est-ce que l'élément qu'on a, il est divisible par 3 ou il est divisible par 5? C'est-à-dire que, en fait, là, ça va faire une boucle de i égale 0 à 10, exclu, donc de i égale 0 à 9. Et pour chaque élément qu'il y a dans la boucle, on va regarder si cet élément i il est multiple de 3 ou alors il est multiple de 5. Donc pour ça, en fait, le pourcentage, le modulo, ça va calculer le reste de la division de i par 3. Et donc si le reste il est nul, ça veut dire que i est multiple de 3 ou de 5. Si ça vérifie la condition, donc on va mettre un compteur.
Donc au début, il est égal à 0. Et puis ici, on a la condition qui est vérifiée. À ce compteur-là, on va lui ajouter i. Et bien sûr, à la fin, on l'affiche. Et donc on voit bien que ici, pour le cas d'exemple, on obtient bien 23, ce qui était le résultat attendu. Maintenant, on veut trouver cette somme pour un nombre allant jusqu'à 1000. Donc pour ça, pas de souci. Il suffit de modifier ici. Et on obtient ce résultat-là. Voilà. Ensuite, ça va nous présenter une fonctionnalité qui est assez intéressante, c'est de pouvoir accéder à un forum où dans ce forum-là, il y a plusieurs personnes qui vont aller présenter et discuter autour des solutions qu'ils ont trouvées. Donc voilà, pour le premier problème, c'est pas forcément intéressant, mais il y a des problèmes plus compliqués où il y a des personnes qui présentent des solutions qui sont assez innovantes. Par exemple, il y a des solutions mathématiques qui sont partagées par tout le monde, et donc c'est assez intéressant de voir qu'il y a une vraie communauté internationale derrière. Par rapport à ce premier problème, il y a aussi une manière plus intéressante de le faire. On peut le faire en une ligne, donc en utilisant les listes comprehension en Python. Donc pour ça, en fait, on va calculer la somme. En fait, au lieu de créer une liste, on va créer un générateur qui va éviter de stocker la liste en mémoire. C'est comme une liste en Python. Et puis sur cette liste, on va itérer. Donc pour des éléments jusqu'à 999. Donc voilà, là on a créé une sorte de liste, ça s'appelle un générateur. Et là-dessus, on va faire la somme. Et on obtient bien le même résultat. Donc maintenant qu'on a résolu ce premier problème, ça peut être assez intéressant d'aller voir notre progression. Et donc là, on voit, donc la case elle a été colorée, qu'on a résolu effectivement le premier problème. Lorsqu'on va ensuite dans les archives, on peut voir qu'on peut accéder à la solution détaillée. On peut aussi accéder au forum, juste en cliquant à travers ce lien. Donc voilà, il y a différentes personnes qui présentent leur code en assembleur, etc. Et puis aussi une fonctionnalité qui est très intéressante, c'est qu'on peut voir les statistiques par rapport au site en général. On peut aussi voir, il y a différents éléments à débloquer, donc s'il y a un aspect game design avec un historique, donc on peut voir que là j'ai résolu le premier problème le 19 avril 2020 à 18h16. On peut ensuite le partager, il y a aussi un badge qu'on peut déverrouiller. Et puis aussi une fonctionnalité, une des plus intéressantes, c'est qu'on peut aussi se challenger avec d'autres amis. On peut s'ajouter avec une clé à copier-coller en l'ajoutant ici. Et donc là, on peut ajouter différents amis et voir où est-ce qu'ils en sont par rapport aux différents niveaux et puis essayer de se challenger comme ça. Le problème 2, ça nous demande de calculer la suite de Fibonacci. La suite de Fibonacci, elle est assez particulière, c'est une suite qui est assez amusante. On part de 1, c'est le premier terme. Le deuxième terme, c'est 2. Donc on part toujours avec les deux premiers termes. Et ensuite, donc le premier terme de la suite de Fibonacci c'est 1, le deuxième terme de la suite de Fibonacci c'est 2. Et ensuite, comment on calcule les termes suivants? C'est assez simple. On prend l'élément qu'on veut calculer et on lui ajoute les deux éléments précédents. Donc par exemple, le troisième terme de la suite de Fibonacci qui est ici 3, on le calcule comment? On le calcule en faisant la somme de 1 et de 2. 5, on le calcule en faisant la somme de 3 et de 2. 8, on le calcule en faisant la somme de 5 et de 3, etc. Donc c'est comme ça qu'on calcule la suite de Fibonacci, et on part toujours des deux premiers nombres de la suite qui sont connus. Donc là, qu'est-ce que nous demande l'exercice? Il nous demande de trouver la somme des éléments pairs de la suite de Fibonacci qui sont inférieurs à 4 millions. Donc pour ça, c'est assez simple. On retourne sur notre Jupyter Notebook. On peut le faire pour calculer en fait la suite de Fibonacci. Il y a plusieurs manières de le faire. On peut faire un appel récursif, c'est-à-dire on va créer une fonction qui s'appelle recfibo. Recfibo.
Donc n, ça va être le terme qu'on veut calculer. Le return, ça va fonctionner comme un break, c'est-à-dire que si la condition est vérifiée, on va dans le corps conditionnel, on va appeler la fonction return qui va sortir de la fonction. Donc on va pas lire la suite. Si cette condition n'est pas vérifiée, alors ce return end ne va pas être exécuté, on va passer en dessous. C'est une petite astuce, voilà, d'utiliser des returns comme des breaks. Et donc là-dessus, on va faire notre appel récursif. On va appeler fibo sur n-2 plus recfibo de n-1. Donc là, c'est notre fonction récursive Fibonacci. Donc on voit très bien ici que dans le return, on va appeler cette même fonction mais avec des paramètres différents à chaque fois. Donc c'est pour ça que ça s'appelle une fonction récursive. C'est une fonction qui va s'appeler elle-même au cours de l'exécution. Donc par exemple, si on reprend l'exemple qui est ici, donc par exemple on peut calculer le premier élément, ça va être 1, on peut calculer le deuxième, c'est 2, le troisième, ça va être 3, le quatrième, ça va être 5, le cinquième, ça va être 8, etc. Donc on retrouve ces termes-là. Donc déjà c'est un bon indicateur, ça veut dire que notre fonction Fibonacci a le bon comportement. Ce qu'on peut faire directement, ça va être de l'appeler dans une boucle. Je vais commencer à 1 et je vais m'arrêter donc dixième terme, donc il faut que j'aille jusqu'à 11. Donc voilà, là c'est le premier terme, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, 7, 8, 9, 10. Donc voilà, le dixième terme c'est 89, et ici pareil, le dixième terme c'est 89. Le problème avec les appels récursifs en Python, c'est que on va rentrer dans une boucle de récursivité, et Python, au-delà d'une certaine limite, il va bloquer. On va avoir un message d'erreur qui va s'appeler maximum diff recursion, c'est-à-dire qu'on a atteint le nombre maximum de récursions autorisées. Donc faire de la récursion en Python, ça peut être très utile dans certains cas. C'est pas quelque chose que je recommanderais pour la situation présente. Au contraire, on va faire de manière plus itérative à la main, qui va être beaucoup plus efficace finalement. Donc déjà, on va calculer les deux premiers termes de la suite. Ça va être représenté par U et V. On a un compteur, on n'oublie pas de... On a un compteur en fait qui va faire le calcul des termes pairs qui sont inférieurs à 4 millions, donc c'est le résultat qu'on veut, donc le résultat qu'on veut, il va être agrégé dans cette variable-là. Ensuite, on va faire une boucle while. Une fonctionnalité qui est assez intéressante en Python, c'est que pour que ça soit plus lisible, on peut mettre des underscores. C'est la même chose. Ici, on va utiliser une variable temporaire pour stocker le résultat, étant donné qu'on le réutilise juste après et qu'on n'a pas envie de l'oublier. Ensuite, on regarde si V est pair. Et si c'est le cas, on ajoute à notre compteur résultat, notre variable résultat, la valeur de V actualisée. Par rapport à ça, maintenant, on n'a plus qu'à exécuter, soit en cliquant ici, soit en faisant un contrôle entrée, et on obtient notre résultat. Voilà. Donc maintenant, si on va de nouveau sur notre onglet Progress, on voit qu'on a résolu les deux premiers problèmes. Il n'y a pas de raison de s'arrêter en si bon chemin, on va s'attaquer maintenant au problème 3. Le problème 3 est aussi très intéressant, il va utiliser une notion qui va être essentielle en cryptographie par exemple, en tout cas très réutilisée dans Project Euler.
ça va être le calcul ou la vérification si un nombre est premier. Un nombre est premier si jamais il est divisible par lui-même ou par 1. Et uniquement par lui-même ou par 1. Par rapport à ça, on voit qu'il faut qu'on calcule les nombres premiers. Déjà, on va avoir besoin d'une fonction qui va vérifier si un nombre est premier ou pas. Donc là, je rajoute une cellule. Déjà, on va créer une fonction qui va vérifier si un nombre est premier ou non. Donc pour ça, qu'est-ce que va faire cette fonction? Elle va regarder tous les diviseurs possibles pour n, et si jamais elle en trouve un, qui soit différent de 1 ou différent de n, ça veut dire que le nombre n'est pas premier parce qu'on a trouvé un diviseur un nombre qui le divise. Donc là, par rapport à ça, il y a une petite astuce mathématique. N, c'est aussi égal à racine carrée de n fois racine carrée de n. Et l'objectif, ça va être de minimiser le nombre de boucles qu'on va faire, de minimiser le nombre d'itérations pour aller plus vite à chaque fois. Donc on va partir de 2 parce que c'est pas la peine de tester pour 1, étant donné qu'on sait que 1 va diviser tous les nombres. Donc on part de 2. Et puis là, l'astuce, ça va être de s'arrêter à la racine carrée de n. Pour ça, en Python, pour calculer la racine carrée, il y a aussi on peut appeler en fait la fonction sqrt du module math. Mais sinon, la petite astuce pour éviter de s'embêter à faire des imports de librairies et de modules, ça va être de calculer la puissance 1/2, qui est aussi n puissance 1/2, c'est égal à racine carrée de n. Et bien sûr, on va rajouter plus 1 parce que la boucle elle va s'arrêter avant sinon. Ensuite, on regarde si le nombre d divise n, ça veut dire qu'on a trouvé un nombre qui divise n, et donc si d divise n, ça veut dire que n n'est pas premier. Du coup, on va s'arrêter, et on va retourner false directement, pas la peine de poursuivre. Et si on a fait toutes les itérations, si on a parcouru toute la boucle, alors là on peut s'arrêter. Donc maintenant on peut s'amuser par exemple à calculer tous les nombres premiers jusqu'à 20, inférieur à 20. Donc bien sûr 1 n'est pas premier, donc il ne sera pas détecté par la condition. Donc on va tricher, on va commencer notre boucle à 2, et ensuite jusqu'à 21 pour aller jusqu'à 20. Donc là, ça va calculer tous les nombres premiers inférieurs à 20. Donc on a 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 et 19. Donc ça veut dire par exemple que 13, comme diviseur, il admet uniquement lui-même ou 1. Donc là, on a notre fonction qui vérifie si un nombre est premier. Qu'est-ce que nous demande de faire le problème 3? Ok, ça veut dire qu'on a un nombre. Et on va regarder en fait tous ces facteurs, tous les nombres qui divisent ce nombre-là. Et puis parmi la liste de nombres qu'on a trouvé, il faut prendre le plus grand nombre qui soit premier. Donc pour ça, c'est assez simple. On va écrire une fonction qui s'appelle problème 3 parce que je n'ai pas d'inspiration. Par défaut, cette fonction va prendre un argument qui est égal à ce nombre-là, 13195. On va ensuite regarder toutes les possibilités de diviseurs. Pareil, racine carrée. Donc là, on va faire une boucle décroissante, c'est-à-dire qu'on va mettre le nombre de départ, on va commencer par ce nombre, on va s'arrêter à 1, et on va faire des pas de moins 1. Donc si ce nombre-là, ce candidat, il est premier, et qu'en plus, il divise n, ça veut dire qu'on a trouvé le bon. Là, c'est un peu risqué de mettre un seul return à la fin, parce que ça veut dire que si jamais on vérifie jamais cette condition-là, bah, la fonction elle va return un none, ou en tout cas elle aura un comportement qui sera un petit peu bizarre. Mais là, comme c'est garanti d'en trouver un,
en tout cas on l'espère pour les cas qui nous demandent de trouver, eh bien on va pas s'embêter à faire des conditions supplémentaires. Donc là, ce qui est assez intéressant dans la structure, c'est de voir que n, c'est un argument, et en fait on lui dit, voilà, si on ne précise pas l'argument, tu prendras cette valeur par défaut. Donc là, si on fait problème 3 avec argument vide, il va nous trouver 29. Je n'ai pas choisi ce nombre par hasard, c'était celui qui était présenté dans l'exemple, et puis on voit bien qu'on trouve le résultat attendu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on prend celui-ci? Voilà, le résultat attendu. Et c'est validé encore une fois. Là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'on a obtenu une récompense. On a un badge, voilà, Baby Steps, Solve 3 Problems, voilà, qu'on peut aller voir ici. Donc après, il y en a plusieurs, donc a résolu les 10 problèmes consécutifs, les 10 premiers problèmes, etc. On va désormais continuer sur notre lancée, on part sur le problème 4. Problème 4, alors, ça parle de palindrome. Alors, qu'est-ce qu'un palindrome? C'est un nombre qui peut s'écrire, qui peut être retourné, et qui peut se lire dans les deux sens. Donc par exemple, kayak. Mais après aussi au niveau des nombres, par exemple celui-ci, on voit que si on le lit de gauche à droite, ça fait 9009. Et si on le lit de droite à gauche, ça fait aussi 9009. Après il y a 111 par exemple, 22. Voilà. On nous demande de trouver le plus grand palindrome qui soit vu comme la construction de deux nombres qui ont plus de 3 chiffres. Donc là-dessus, on va faire quelque chose d'assez porcif. On va pas du tout s'embêter. Déjà, la première chose à faire, ça va être de, comme pour le problème numéro 3, ça va être de créer une fonction qui va vérifier si un nombre est un palindrome ou pas. Ça va prendre une chaîne de caractères en entrée, a string, c'est pour ça que je donne ce nom-là. Et puis on va faire très rapidement quelque chose d'assez coûteux, d'assez sale, mais ça va marcher dans ce cas-là. Le 2.2.-1, ça va être assez simple. Ça va prendre la chaîne de caractères et puis ça va l'inverser. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie est-ce que la chaîne de caractères qui est ici est égale à celle qui est renversée. Et donc là-dessus, par exemple, on peut faire un exemple. C'est toujours bien de faire des tests. Par exemple, 1, on va vérifier est-ce que c'est un palindrome. 11, pourquoi pas 143. 121, voilà, ça suffit. Ensuite, bon là c'est pas très important ce que je fais, mais on va utiliser une fonction qui s'appelle join. Voilà, donc est-ce que je fais bien? Ouais, on va faire comme ça. Voilà. Donc là on peut voir, donc ça c'est juste de la mise en forme, c'est pas très intéressant. On peut voir que 1 est un palindrome, 11 aussi, 143 n'en est pas un, parce qu'effectivement de gauche à droite ça fait 143, mais de droite à gauche ça fait 341. 121 en est l'un. Donc voilà, on a notre fonction qui permet de checker si jamais un nombre est un palindrome ou pas, en faisant attention qu'elle prend en argument une chaîne de caractères. Donc maintenant on se retrouve avec notre fonction qui permet de vérifier si un nombre est un palindrome ou non, et on n'a plus qu'à itérer sur les éléments. Ça va être assez sale. Donc l'idée ça va être de faire une boucle imbriquée, je vais virer le curseur pour qu'on puisse voir ce que j'ai écrit. Donc on fait une boucle à chaque fois qui va être décroissante.
Voilà, boucle décroissante. Et ensuite l'idée ça va être de vérifier à chaque fois, si je ne sais pas écrire, l'idée ça va être de vérifier à chaque fois, sans oublier de convertir en chaîne de caractères, si le produit A fois B est bien un palindrome. Et là-dessus on veut trouver le max. Donc du coup, ce qu'on va faire c'est écrire toute une ligne, utiliser comme pour le premier problème les générateurs, pour éviter de stocker en mémoire tout le tableau. Et puis voilà, en une ligne on a notre solution. Effectivement. Parfait. Du coup maintenant, problème 5. Donc pour le problème 5, il nous demande à chaque fois de trouver le nombre qui est divisible par tous les nombres entre 1 et 10. Donc par exemple, on voit que 2520, c'est le premier nombre qui est divisible par tous les nombres compris entre 1 et 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Maintenant, il nous demande de trouver le nombre qui soit divisible par tous les nombres compris entre 1 et 20. Donc déjà, on va essayer de retrouver ce premier nombre 2520. Alors, pour répondre à cette question, ce problème-là, on va avoir besoin d'une fonction intermédiaire qui va s'appeler product et qui va faire le produit de tous les éléments contenus dans une liste. Donc ça va être quelque chose de très intéressant au niveau de Python pour voir la syntaxe un petit peu que je vais utiliser. Donc là, ça va être une variable qui va récupérer notre résultat. Donc je l'ai mis à 1 par défaut, et là ça va être la liste, ça va être la liste qu'on va donner en argument. Si la liste est vide, ce qu'on peut aussi vérifier en faisant un test avec len de liste égale 0, alors on retourne la valeur value. On peut aussi le mettre sur une ligne. Voilà, on s'en fiche que ça soit très lisible, vu qu'on est les seuls à lire le code. Ça va être une fonction récursive, comme on la reconnaît, parce que ça va s'appeler elle-même. Ça va être une fonction récursive, comme on peut le reconnaître, parce que elle va s'appeler elle-même au cours de l'appel. On va lui redonner un argument, la liste, mais mise à jour, donc la liste avec tous les éléments sauf le premier. Et puis comme valeur, en fait on stocke le résultat aussi dans les arguments. La valeur de retour, voilà. Ok, donc on a notre fonction product qui va prendre une liste en argument. Ici, elle va aussi garder en argument le résultat qu'elle renverra si jamais la liste est vide. On va la rappeler ensuite récursivement sur la liste mise à jour avec le premier élément qui va être enlevé et la valeur, le résultat actualisé. Donc voilà. On peut faire un test, par exemple product d'une liste avec que des 1, ça va me retourner 1. Par exemple ici 3, et par exemple si je mets 2, 1 fois 2 fois 3, ça va faire 6. Voilà. Là il y a notre fonction product. On va ensuite l'utiliser. On va créer une autre fonction qui va s'appeler problème 5, avec beaucoup d'originalité, avec un paramètre, un argument par défaut qui va valoir 10. Ensuite, bon, la fonction elle est un petit peu technique, mais c'est pas très compliqué. Donc on va initialiser une liste de candidats qui contient tous les multiples qu'on veut vérifier. Ensuite, on va parcourir cette liste. Et c'est là que c'est intéressant.
on réutilise notre fonction product. Donc cette fonction, elle peut être un petit peu compliquée à comprendre. En tout cas, le résultat qui est mathématiquement derrière, c'est pas très compliqué. Ça s'appuie essentiellement sur le fait que si D divise N, ça équivaut à dire que N égale par exemple DQ plus R, avec R qui est égal à 0, le reste, et puis Q un nombre avec D le diviseur qu'on va regarder. Là, par exemple, si on lance la fonction sans argument, donc par défaut ça va valoir 10, ça va être 2520, donc c'est bien le résultat qui était attendu. Et puis ensuite, si j'aurais pu la relancer directement, on prend lim égale, ou alors directement la remplace ici par 20. Ça va nous ressortir le résultat qu'on veut. Si tout va bien, on vérifie. Voilà.